Fait que, yes sir, mon gars, welcome back au Québec. Merci, man. Je pense que tu as eu beaucoup de plaisir en Guadeloupe. Laisse-moi, raconte-moi un peu qu'est-ce que tu as fait là-bas. J'ai amené à Desmo. Tu Ah, m'avais mais inspiré un peu, midi, là. ouais. Ouais, quand tu m'as dit Hey, je vais amener ça là-bas. Mais là, je me suis demandé, Chris, premièrement, moi j'ai un pack-sac de hike, Ouais. puis un pack-sac de voyage, vraiment. Là, tu mets ça dans le dos, puis tu te strappes ça. Fait que j'avais tout mon linge là-dedans, tout mon stock, puis j'ai mis à Desmo en plus. Mais tout ça pour dire que, ouais, je pensais pas que ça passerait, man, puis je voulais pas. Elle était flambette. J'avais jamais utilisé encore, man. OK. Puis tout le monde à l'aéroport me demandait qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Mais ils m'ont fait sortir ça, la monter devant eux autres pour leur montrer que c'était vraiment une machine d'entraînement. OK. Là. Enfin, il C'est va drôle. quoi? Ben, je sais pas, man, Big. Une bombe. Tu peux pas amener un coupon dans un calice d'avion. Moi, j'ai une Desmo dans le sac. Tu sais. Ouais. Les priorités à bonne place. Les priorités à la bonne place, exact. On s'est réservé 3 cabanes dans les arbres. Fait que vraiment, immersion en nature. Quand On tu était- dis dans les arbres, c'est fait exprès. Là. C'est comme Ouais. C'est vraiment des endroits où c'est des Airbnb. Puis quand tu sélectionnes en haut, tu peux sélectionner cabane dans les arbres. Il y en a partout dans le monde. Mais nous autres, on voulait l'expérience en nature. Donc, c'est-à-dire que tu manges à l'extérieur. T'es vraiment là, comme au Halais. Mais c'est Comme au Halais dans le ça, nord. c'est de la nourriture qui est fournie ou c'est toi qui te fais manger? Comment ça fonctionne? C'est tout. T'as ta cuisine à l'extérieur. C'est une vraie maison, dans le fond. En OK. fait, la première cabane, c'était vraiment. C'était la maison à quelqu'un qu'on louait. OK. Fait que quand elle loue pas, elle vit là. OK. Puis c'est vraiment là, tout en bois, man. C'est immersion en nature complète avec tout ce que tu as de besoin. Mais ce qui était vraiment génial, c'est qu'il y avait des paravents. Tu ouvrais les paravents, puis tu dormais à la belle étoile, mais OK. dans la maison. Ah, Tu sais, fait que tout était vraiment OK. en ouverture. Tu m'inspires, là. Tu Ouais, me puis il y le goût. avait des lianes. Des arbres avec des lianes comme dans Jane puis Tarzan, man. Je me sentais vraiment, surtout avec la chevelure. Là. Ah, exact. Ouais. C'était vraiment malade, man. Tu faisais un film, là. Ouais, exact. Fait qu'on descendait le matin, hostie, on se pognait une liane, puis That's it. descendait au sol. Tu t'habillais ou tu restais tout nu? Non, écoute, Tout on nu. va aller là-bas pour porter du linge, là. Mais ça a amené 6 paires de shorts, 6 maillots, puis that's it, that's all. Là. Ça a été en chess. That's it. J'ai repris le fameux suit à Mick Carrier, là, tu sais. Ah, OK. Partout où ce qu'il va, il est tout le temps en chess. Ouais, toutes tes vidéos en chess. Mhm. Fait que, bien content de te revoir dans le podcast. Aujourd'hui, on a un petit sujet, un bon sujet. Un gros sujet. Un sujet super important. Puis je te dirais, tu sais, puis je pense que c'est ça qui fait la différence majoritairement en préparation physique, qui fait la différence sur la qualité des résultats qu'on va avoir avec nos athlètes. C'est qu'en réalité, on parle de périodisation aujourd'hui. Un des plus gros outils souvent manquants dans ce milieu-là, c'est pas faire des exercices. C'est pas. C'est souvent la périodisation. C'est qu'il n'y a pas de périodisation qui est montée. C'est bien le fun d'avoir des beaux exercices qui sont cool, qui peuvent avoir un bon effet sur ton athlète, un bon stimuli. Mais si tu ne l'as pas périodisé et tu le mets aléatoirement, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats optimaux. Tu as déjà de l'information en périodisation. Qu'est-ce que tu vois qui peut être amélioré ou quel principe qui doit être intégré selon tes standards? Là? Mais je vais sauter sur ce que tu disais parce que c'est vraiment important. C'est la différence entre être un entraîneur puis donner des exercices, comme tu mensonnais, puis voir des programmes ou des exercices en ligne ou dans des livres que tu as lus ou des trucs que tu as vus sur Instagram ou du monde que tu vois s'entraîner puis que tu dis demain matin, comme tu dis, là, j'ai un programme à faire pour mon client puis je vais intégrer ça dans ma prochaine phase. Ouais. Ça, c'est du coaching classique. Si tu veux aller au prochain niveau puis vraiment entraîner tes clients comme des athlètes, parce que la périodisation, si tu veux que ça te serve à quelque chose, il faut que tu aies un objectif long terme avec la personne que tu vas prendre en charge. Et c'est là que ça va être une grosse différence entre le profil entraîneur et le profil plus ingénieur, que je pourrais dire. Ouais. Parce que derrière la structure il n'y aura pas nécessairement de différence pour le client quand toi et moi, on entraîne nos clients versus un autre coach. Si on a les mêmes fondations d'enseignement, on va probablement utiliser à peu près les mêmes exercices. C'est juste que nous, il va y avoir une différence entre la programmation des exercices et tous les paramètres d'entraînement dans la session. Il va y avoir un avant puis un après qui va déjà avoir été déterminé. Tandis que le coach qui
fait juste prendre le programme du jour, hein, comme la soupe à cafétéria qui change à tous les jours. Ouais. Puis que la madame, qui n'est pas une cuisinière, mais qui est employée par la municipalité, par le gouvernement pour faire de la bouffe à nos enfants, qui goûte pas mal tout le temps la même affaire, ben elle a choisi au jour à jour, tu sais, qu'est-ce qu'elle va mettre comme nourriture de sa table. Fait que c'est un peu comme ça avec les entraîneurs. Si t'as pas d'idée de structurer les différentes phases d'entraînement sur le long terme, puis de prendre en compte, ça commence avec les évaluations. Donc, si tu sais pas qui t'as en avant de toi, puis que tu as tout le temps un peu la même training de départ, tu sais que c'est un template de base que tu utilises à peu près avec tout le monde. Un genre de one size fit all, mais là, tu as ça de changer, puis c'est ton training qui est fait, tu sais. Donc, ça part la périodisation vraiment en sachant qui t'as devant toi. C'est quoi ses besoins? Oui, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses antécédents de blessures. C'est quoi quand tu le vois bouger, c'est quoi ses limitations? Exact. Fait que d'aller dans le gym, puis avant même de commencer à produire un programme, d'être capable d'organiser dans ta tête quel genre de personne que tu as devant toi en point de vue de mouvement. Ouais. Parce qu'on reste la kinésiologie, c'est ça, c'est du coaching de mouvement. Donc, si tu n'as pas pris d'informations là-dessus, puis tu as déjà l'intention de partir avec un programme spécifique, ben, tu vas te tirer dans le pied. Une évaluation n'a pas besoin d'être compliquée. Puis des fois, c'est ça que des fois, ils vont mettre un peu d'un show de boucan dans l'évaluation, mais si tu sais pas ce que tu évalues, faut que tu t'en sers pas non plus. Non, exact. Ça sert à rien. On peut avoir des outils qui sont super intéressants d'évaluation, mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Moi, je trouve ça super important. Des fois, ça peut être super simple. Là. Tu peux juste demander à la personne de faire un squat. Exact. Puis tu la check bouger, puis là, tu vois une hanche qui bloque un peu. Tu fais un overhead squat, il manque de mobilité au niveau de l'épaule. Peu importe, il manque de deep. Tu vas le voir assez vite, puis ça n'a pas besoin. Tu pourrais prendre juste un exercice, puis tu vas avoir vu qu'est-ce que tu as à voir, puis pouvoir réorienter justement ta périodisation pour dire, bon, mais. La rendre individualisée pour cette personne-là. Exactement. Comme on peut intégrer de la posture, mais dans certains exercices bien précis pour elle, pour qu'elle arrive au point. Tu t'es donné, je ne sais pas, un X nombre de semaines, un 16 semaines, qu'à ce moment-là, tu réévalues puis tu espères voir ce que tu veux voir, ce qu'elle est rendu dans son développement, dans son squat en overhead. Ça peut être aussi simple que ça. Si l'erreur, des fois, c'est qu'il y en a qui vont faire des évaluations, je trouve, puis qu'il n'y a pas vraiment de but dans l'évaluation. Ça pourrait être aussi simple que juste regarder le mouvement, puis on veut améliorer ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Ajouter à ça, de savoir c'est quoi le bagage d'expérience de cette personne-là. Tu n'entraîneras pas de la même façon ou tu bâtiras pas une périodisation pareille de quelqu'un, exemple, qui a un passé sportif puis qui vient s'entraîner comme monsieur, madame, tout le monde pour exemple, là, ils ont fini leur carrière de sport puis ils veulent continuer à faire de l'entraînement. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui a joué au soccer, au hockey, qui a fait des sports de haut niveau, qui a déjà fait de l'entraînement en salle, peut-être pas spécifique comme du strength and conditioning, puis de la préparation physique comme on fait, mais qui a déjà touché à une salle d'entraînement avec des exercices spécifiques, tu feras pas la même chose qu'un débutant qui a jamais fait d'entraînement, puis qui a jamais fait de sport, puis qui le plus de sport qu'il a fait, c'est pelleter l'hiver chez eux. C'est parce que la grosse différence, ça va être sur sa coordination. L'athlète ou le sportif qui a déjà fait du sport, il va réintégrer certains mouvements plus rapides que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Ouais. Puis après ça, à partir de là, tu construis à partir de ça. Je dis souvent, puis tu sais, c'est pas une excuse, mais je dis souvent quand la personne il est débutant, majoritairement, tu fais-le bouger puis tu vas avoir des résultats. C'est encore mieux si tu réussis à monter quelque chose pour lui, mais c'est sûr que si tu fais juste le faire bouger, il va déjà être mieux. C'est drôle parce que ça, c'est l'erreur numéro 1 que les coachs font. Ils prennent un débutant et disent peu importe ce que je vais faire avec, il va s'améliorer, cette personne-là. Mais si tu bâtis un plan logique avec un objectif long terme, le but de la périodisation, ultimement, c'est quoi? Oui, c'est d'aller chercher les objectifs, de bâtir un plan de match basé sur les évaluations, puis de s'en aller dans une direction le plus rapidement possible, mais le plus efficacement possible. C'est ça le but ultime. Exact. Parce que dans le fond, si la différence entre un excellent coach et un coach que tu vas retrouver un peu partout, c'est que le coach régulier, là, il va probablement t'amener là où ce que tu veux. Si tu avais un objectif de perdre 30 livres, de regagner un peu de masse musculaire, d'être plus beau tout nu. La majorité des gens, c'est ça. Là, ils se regardent dans le miroir et font comme OK.
Je veux perdre un peu de gras à tel endroit, puis je veux bâtir un peu plus de tonus. C'est l'objectif numéro 1 d'à peu près tout le monde en entraînement. Ouais. Ben, si la personne a dit, écoute, moi, dans 6 mois, je suis capable de t'amener là. Super. J'ai perdu 30 livres de gras, j'ai gagné 10 livres de masse musculaire en 6 mois. Mais si moi, je suis capable de le faire en 50% moins de temps, plus efficacement en plus. Ben oui. Tu avais cédulé dans ta tête 7 jours par semaine, je vais m'entraîner. Je vais faire 3 sessions de cardio, 4 sessions d'entraînement en muscu. Je vais changer mon alimentation au grand complet avec des diètes de bodybuilding, etc. Versus, tu viens me voir, on bâtit un plan de match. On fait 3 à 4 entraînements. C'est ça, max, par semaine d'1 heure au lieu de faire 2 heures d'entraînement. Ouais. Puis, on fait juste faire des ajustements à ton alimentation, ton style de vie, au lieu de faire des diètes de bodybuilding. Améliorer ton sommeil, améliorer ta récupération. Qu'est-ce qui va être le plus payant sur le long terme? C'est la personne qui était capable de changer des petites habitudes de vie, puis tu n'as pas rentré des plans alimentaires dans la gorge pour qu'elle perde du gras et qu'elle gagne la masse musculaire. Puis en plus, elle a eu à investir 3 heures par semaine versus peut-être 14. C'est fou, là, la différence. Juste parce que tu as tapé dans les bons systèmes et tu as organisé un plan de match où ce que tu es capable de faire évoluer tes phases d'entraînement pour arriver à aller chercher le maximum de cette personne-là pour le temps qu'elle va te donner. C'est là qu'on notre job de coach. Tu sais, on est des. La personne vient nous voir des fois puis ils veulent nous dire un peu quoi faire. Ouais. C'est là qu'il faut mettre nos souliers puis nos shirts d'entraînement. Là. C'est que c'est nous autres qui les experts qui vont les diriger. Ça m'est arrivé souvent d'avoir un client qui dit hey, je suis prêt à faire. T'sais, il ne s'est pas entraîné. Là, ça fait 10 ans ou 20 ans qu'il n'a pas fait de sport. Il veut faire du 5-6 fois semaine. 2 fois par jour. J'ai du temps présentement, let's go. Ah ouais. Donne-moi ça, je suis prêt. Exact. Mais c'est pas comme ça, là. Justement, on va avoir des meilleurs résultats. Puis même des fois, ils me trouvent quasiment plate. On va faire 2 à 3 fois pour les premières semaines. Puis là, je leur explique un peu le plan de match, comment que ça va aller en volume aussi. Puis, à fond, c'est un peu ça qu'on veut faire. Parce que si tu commences en partant, ça se peut qu'à du 5-6 fois semaine, que ça, à part entraîner des athlètes de haut niveau, ils vont s'entraîner avec un volume comme comme une population que tu n'as pas le choix, mais les athlètes, justement, ils font du sport à l'année longue. Ah, exact. Ils ont déjà des pratiques, des matchs. Mais c'est bon ce que tu dis, parce qu'au final, aussi, si tu fais 5-6 entraînements par semaine, le principe de la périodisation, pour que les gens comprennent, c'est que tu veux évoluer. Autant les exercices que tu vas sélectionner, dans le fond, les exercices dans la périodisation, on s'en préoccupe même quasiment pas. Puis ça, c'est... On va démystifier ça parce que la périodisation, c'est pas le choix des exercices en premier. C'est les paramètres d'entraînement qui vont être le plus important. Puis après ça, tu vas venir juxtaposer tes exercices basés sur ça. Mais le but, c'est de créer des évolutions. Donc, si tu étais capable de faire, exemple, 2 sessions, si on parle de fréquence, si tu étais capable de faire 2 à 3 sessions au début, ce que ton corps est capable de prendre, ce que ton style de vie est capable de prendre. Pas trop de cortisol, pas trop de prêt accumulé. Exact. Si c'est ça ce que tu es capable de faire au début de ta préparation physique avec nous, ben peut-être que dans 1 an, tu vas tomber à 4-5 fois. Mais il faut créer une évolution. Tu commences déjà à 5-6 fois par semaine, puis on t'a maxé. Qu'est-ce que j'ai, moi, comme jeu, comme préparateur physique pour créer justement une évolution dans cette préparation physique-là? J'en ai pas. Parce que tu es déjà maxé au niveau de ta fréquence. Fait que ça, c'est un élément, la fréquence. Il y en a un paquet d'autres. Mais on peut pas commencer à dire tout de suite on max out. C'est la même chose avec le cardiovasculaire. J'adore les principes d'entraînement cardiovasculaire, mais les gens, souvent, ils vont dire ah, t'entends ça. Ben oui, t'entends ça en ligne, là, le monde en perte de poids. OK, je vais faire 5 fois de muscu, puis je vais ajouter 2 fois du cardio dans la semaine. OK, mais le cardio, là, quand tu vas aller chercher un plat, tu sais, les gens qui débutent en entraînement, tu passes de rien faire à faire 5 entraînements par semaine. C'est déjà un putain de choc à ton corps. Tu n'as pas besoin de faire en plus du cardio puis aller courir partout. Commence avec ça, puis on va voir comment ton système va réagir. Mais idéalement, on ne commencera pas à 5 jours par semaine, mais c'est juste te donner un exemple. En plus d'ajouter du cardiovasculaire après ça toute la semaine. C'est un non-sens. Les gens, c'est soit qu'ils sont... La majorité des gens, ils vont soit être all-in avec ça, ou bien il faut que tu les pousses à aller faire un petit peu plus. Maintenant, moi, j'aime mieux un cheval que tu as besoin de retenir un peu que quelqu'un qu'il faut que tu lui donnes des coups de pied dans le cul tout le temps. Mes coachs hockey disaient ça sur moi. Exact. Ils disent qu'il faut te retenir, là, côté émotionnel surtout. Là. Mais on aime mieux ça. Puis comme entraîneur, comme coach, c'est exactement. On aime mieux avoir à retenir un peu que de genre...
motivation extrinsèque fois 1000 parce Ouais. que la personne veut s'améliorer, mais elle veut pas tant non plus. Elle n'est pas prête à faire nécessairement les efforts. Non, c'est ça. Puis là, faut juste. On devient comme des motivateurs et puis des préparateurs physiques. Mais non, c'est pas ça. Ça fait partie un peu de notre job, mais j'aime bien ça quand la personne intrinsèquement est capable. Elle a un elle-même, objectif. Mais oui. on fixe ses objectifs puis est capable de rentrer dedans, puis là, du coup, on va faire ce qu'on va me demander. Ça, c'est comme pour notre job, c'est bien plus facile, puis c'est bien plus le fun aussi. Là. Oui, puis c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, dans ce domaine-là, quand tu acquiers beaucoup de connaissances, de formation, tu veux travailler avec une clientèle qui a déjà trouvé c'est quoi intrinsèquement son objectif dans la vie. Tu sais, quand tu travailles avec un jeune de 13 ans que lui il a l'idée d'aller jouer professionnel au hockey, pas nécessairement jouer dans le national, mais il veut être payé pour jouer au hockey, ce qui est très noble, ben tu sais que quand il va venir au centre d'entraînement, il est prêt à mettre les efforts. Après ça, la quantité d'efforts qu'il va mettre, des fois, il n'a pas bien jugé. Puis là, c'est ton travail de dire, OK, soit qu'il faut que tu en donnes un petit peu plus ou il faut que tu tempères puis que tu en donnes un petit peu moins parce que sinon, tu ne récupéreras pas de façon efficace, ou etc. Ouais. Mais c'est là la game pour nous autres. À un certain moment, tu veux travailler avec des gens qui ils savent déjà c'est quoi qu'ils viennent faire. Puis là, ton rôle de préparateur physique, c'est plus d'être dans la session puis de convaincre les gens que ce qu'ils font présentement, c'est la bonne chose, puis que tu as de la misère cette semaine, tu es moins motivé, on va travailler sur l'aspect plus psychologique. Là, tu es en train de faire du coach motivationnel. Moi, je ne suis pas formé en psychologie. Je suis un entraîneur. Fait que tu me payes pour que je te donne les meilleurs systèmes d'entraînement, puis je te bâtisse le meilleur pério, le meilleur plan de match, finalement. Un plan d'affaires, entre parenthèses. Pour ton corps. Pour tous tes systèmes physiologiques s'améliorent. Okay? C'est ça la périodisation. Donc, c'est vraiment drôle parce que quand on regarde justement le monde de l'entraînement aujourd'hui, tu as des gens que même à l'époque, quand on commençait, tu regardais les programmes, tu étais comme « Oh shit, OK, la programmation fait dur. Aujourd'hui, ben, tu peux plus avoir des programmations qui sont pas bonnes parce qu'avec même l'intelligence artificielle qui s'en vient, tu peux taper le nom à n'importe qui sur n'importe quel coach de renom sur open source, ChatGPT, puis ils vont te sortir un programme. Après ça, est-ce que c'est basé spécifiquement, on n'est pas rendu là encore, est-ce que c'est basé spécifiquement sur toutes les paramètres d'un individu? Non. Mais tu peux avoir le meilleur programme de Christian Thibodeau, puis tu peux te l'imprimer. Puis tu peux avoir Charles Poliquin, tous ces workouts qu'il a fait. Exact. Encore là, ça devient comme un peu du one size fit all, qui n'est pas de la préparation physique avec une périodisation intelligente puis spécifique à toi pour tes besoins. Puis tous ces programmes-là existaient déjà avant ChatGPT en ligne. Tu peux tous les acheter ou tu peux les partager avec différentes personnes. Il n'y a aucun problème avec ça. La seule différence aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile à chercher puis tu peux l'avoir instantanément devant toi. Mais ça a tout le temps, depuis qu'Internet est là, ça a tout le temps existé. Mais il y a eu une certaine époque où pour bâtir un programme, il fallait que tu te casses la tête. Et là, la périodisation, c'était un coach, c'était un entraîneur, puis tu veux devenir un entraîneur ingénieur. Ben oui, ben c'est ça. Avec mon crayon. Ah ouais. Mon programme était montré de même. Exact, avec des petits bonhommes à lunettes pour montrer des exercices. On a tout fait ça. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à un certain moment donné, ça nous est tout arrivé, puis je suis sûr que ça t'est arrivé toi aussi. Tu bâtissais une phase d'entraînement. Okay? Juste 3-4 semaines, 6 semaines. Peu importe comment que tu roulais ça là, à l'époque. Tu t'en vas avec ton client dans le gym, tu fais les séances d'entraînement, tu complètes le programme, tu as des résultats, tu réutilises ce programme-là parce que tu as eu du succès avec quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Non, exact. Là, tu te grattes la tête. Là, tu en essayes un autre. Tu retrouves dans tes livres. Tu t'en vas voir, tu fais de la recherche. Tu parles avec d'autres coachs. Tu essayes un autre truc. Là, ça a fait débloquer la nouvelle personne, mais ça a pris 3, 4, 6 Je vais donner un exemple. À l'époque, le German Volume Training. Oui, exact. Sur certaines personnes. Ouais. German Volume Training, moi, c'est Charles Poliquin qui me l'avait. C'est de lui que je l'ai pris. Je pense pas que c'est lui qui est l'inventeur du GVT, mais tout ça pour dire que c'est. tous les Soviétiques puis l'Europe de l'Est qui a inventé ces trucs. C'est un 10x10. Fait que là, pour que les gens comprennent, c'est un. Mettons que tu peux choisir le squat comme exercice, mais tu vas faire 10 séries de 10 répétitions. À 70 Ouais, il faut que tu aies un poids que tu es capable de faire à peu près 7-8 répétitions. Exact. Donc, c'est quand même du volume. Puis s'il y a du monde qui répondait bien, puis il y a des qui répondaient, c'était pourri, ils avaient perdu du poids là, à la fin là, de ce cycle-là. Ouais. Puis il y en avait qui avaient pris une masse musculaire, 7 livres de masse musculaire en 4 semaines, quelque chose d'impressionnant. Là. Exact.
t'en avais qui arrivaient. Mais là, c'est là où tu regardes plus le côté physiologique. Là, OK, quel type de métabolisme, son sommeil. Puis là, tu comprends que, ouais, finalement, c'est pas un one size fit all. Puis je pense que c'est normal que de faire des erreurs. Puis je pense que c'est comme ça qu'on grandit en tant que préparateur physique. C'est d'avoir testé des choses, certaines choses qui fonctionnent super bien, certaines choses qui fonctionnent moins bien. Puis d'analyser. C'est là qu'on parle de préparation propre à chacun ou de planification ou de périodisation pour chaque personne, chaque individu, selon ce qu'on a vu comme force et faiblesse, comme façon de bouger, comme métabolisme. Donc, ce que tu dis, ça m'amène à parler. On va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais justement, le German Volume, on l'a tout fait. Tous ceux là, qui ont suivi Charles, on l'a tout essayé, puis plusieurs fois. Puis tu vas pas nécessairement répondre. Même avec la nutrition ajustée, là, je l'ai fait, puis il y a de mes clients qui l'ont fait, puis ça donne pas nécessairement des résultats instantanés. Une des raisons, c'est que justement, tu finis une phase d'entraînement, peu importe laquelle, puis là, tu te dis, je vais essayer ça, ce training-là, parce que ça a l'air cool. C'est ça l'erreur qu'on fait, c'est qu'on voit le prochain training sans calculer aucun paramètre du training que tu viens de faire. Tu t'en vas dans un training que tu ne comprends pas non plus au niveau des paramètres, puis tu te tapes ça sans prévoir ce qui vient après non plus. Tu as raison. Donc, la pério, c'est ça, c'est de prévoir tout ce que tu vas faire dans ton année d'entraînement. Ou pour des athlètes, ça peut être des blocs d'entraînement. Le macro-cycle qu'on appelle en périodisation. Fait que c'est la vision plus long terme du truc. Puis d'arriver à ton objectif le plus efficacement. Fait que si dans cette idée-là de prendre le German Volume Training, puis que le but c'est d'augmenter ta tolérance au volume, parce que c'est un training de volume, ça le dit en plus dans le titre. C'est une accumulation, là. Ben oui, il faut que tu le calcules. C'est quoi que le maudit volume dans ce training-là? Donc, il y a plusieurs façons de le calculer. Mais une des bases, c'est de regarder, OK, il y a combien de séries sur le groupe musculaire que je vais travailler dans ce training-là? Ben, le German Volume, on l'a dit tantôt, 10 x 10. Tu as 10 x 10. Donc, si tu commences en entraînement, tu as fait 2-3 phases de faire à peu près n'importe quoi, comme la plupart des jeunes font, ils vont dans le gym, ils font à peu près n'importe quoi. Puis là, après ça, ils vont lire, OK, ça marche pas nécessairement à mon goût, je vois du monde faire des trucs sérieux dans le gym. Et là, ils tombent sur le German Volume Training. Puis là, OK, là, j'ai une structure, j'ai quelque chose à voir. Ça, c'est le programme. Ça va se le taper pendant 4 semaines, mais ils n'ont pas de préparation pour faire ça. Non. Fait que là, tu te ramasses avec un training au niveau... Peut-être qu'ils vont se blesser. Écoute, oui, non. Avec un German Volume. Avec un volume de même, de squat ou de deadlift, il y a des chances que le corps n'est pas encore prêt. Effectivement. Naturellement. Surtout sur des gros lifts. Là, moi, j'avais la journée chest back en tête, là, c'est pour ça. Oui, effectivement, avec les gros compound lifts, ça peut être problématique. Même si tu travailles avec des pourcentages plus bas. Mais au final... L'erreur est toujours la même. On peut parler du German Volume ou n'importe quel autre type d'entraînement qui existe. C'est qu'il n'y a pas de préparation pour aller faire ce training-là. Puis tu ne sais pas où ce qui fit dans ton année d'entraînement. Quand tu calcules rien, la périodisation, c'est beaucoup de calculs de justement... Intensité-volume. Intensité-volume. Fait qu'il va y avoir combien de séries par groupe musculaire dans cet entraînement-là. C'est quoi le volume total de ma semaine? Donc, combien de séries totales je fais dans ma semaine d'entraînement par séance, par groupe musculaire? Est-ce que je suis en superset versus je ne suis pas en superset? Tous ces paramètres-là d'entraînement, les temps de repos, etc., vont faire varier le stimuli d'entraînement. Et ça, c'est le mot le plus important probablement en périodisation, qui, moi, il a vraiment changé ma vision de comment décider quel training faire en premier, après. Oui, parce que... Ce que tu veux, en fait, c'est créer des adaptations quand tu t'entraînes. OK? Puis pas juste en entraînement, mais c'est principalement comme ça dans à peu près toutes les sphères de la vie. Tu vas apprendre à jouer du piano, tu veux créer un stimuli. T'sais. Si tu tapes 24 heures de piano dans une journée, ça se peut que ton 24 heures de piano en une journée soit pas si efficace que ça, versus tu divises 24 heures dans ta semaine. C'est pour ça qu'on fait des cours de piano puis qu'on les étale, parce qu'on sait que le cerveau humain il va être gazé à un certain moment. Mais c'est la même chose en entraînement. Si tu fais tout ton entraînement de ta semaine dans une journée, ça ne sera pas aussi efficace que si tu le fais sur ta semaine d'entraînement. Fait que d'organiser ça de façon le plus efficace possible. Moi, à Athletic One, on le répète à tous nos clients, le but de faire des évaluations puis de périodiser, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi ils payent pour une période. Ben, c'est parce qu'on va passer du temps à prendre les données qu'on a récoltées à l'évaluation sur les paramètres qu'on parlait tantôt. Puis on va les rentrer dans une structure, dans un plan de match, dans un plan d'affaires pour optimiser ta physiologie qui va faire en sorte que tu vas avoir les meilleurs résultats.
Puis les meilleurs résultats, c'est pas juste qu'on lance les meilleurs résultats comme ça. Mhm. C'est d'être le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à se rendre à l'objectif final. Mhm. OK? Et l'objectif final peut être n'importe quoi. Ça peut être une performance sportive, ça peut être une perte de poids, ça peut être une rééducation. Peu importe c'est quoi. Exact. On périodise pour se rendre là de cette façon-là. Mhm. Le meilleur optimal, le plus efficace possible. Absolument. On parle, pendant que tu parlais, j'ai pensé à ça. La périodisation, elle devrait être partout, là. Parce que dans le fond, même tu dois périodiser ta récupération aussi. Ouais. Selon où tu es rendu dans ton entraînement. Puis ça, c'est l'erreur que puis là, j'embarque dans ce sujet-là, là, puis on reviendra dans ce que tu étais rendu. Mais c'est l'erreur que je vois le plus en entraînement, c'est que les gens veulent avoir, c'est ça, des athlètes, des joueurs de hockey, des joueurs de football, ils veulent avoir des résultats, ils veulent pousser la machine, ils sont prêts à let's go, là, je suis prêt à faire là, ce que tu vas me demander, je le fais. Je m'entraîne vraiment fort, mais il n'y a pas la récupération qui est en ligne avec où ils sont rendus, ou qu'est-ce qu'ils font comme entraînement. Puis c'est pour ça que c'est super important, à la limite, de périodiser ta récupération. Puis Ouais, mais ça fait partie des paramètres d'entraînement comme tout le reste. Là. Non, mais même, je veux dire, si ton entraîneur te dit repose-toi ce week-end, c'est parce qu'il sait que la phase qu'on est rendu, c'était très demandant, très taxant pour le corps. Puis si tu veux être capable de justement créer tes adaptations comme tu devrais le faire, ben il faut que tu te reposes. Il vient de te le dire. Là, c'est prévu. Il faut que tu te reposes. Fais attention à ton corps. Peu importe la façon que tu vas te récupérer ce week-end, ou je dis ce week-end parce que c'est facile. Des fois, on va avoir un 5 ou 6 jours d'entraînement, puis il y a un ou 2 jours off qu'on va donner. Ben, tu veux maximiser ton recovery qui va te permettre de repousser. Puis tu ne tomberas pas en surentraînement trop rapidement. C'est normal d'être dans certaines phases d'être fatigué, là, de sentir que notre corps c'est monté de même, dépendant de ce que tu es rendu dans ta phase d'entraînement. Mais tu dois prendre soin de ton corps autant que tu prends soin de pouvoir pousser ta machine en entraînement. Ben, quand tu ne l'es pas en entraînement, tu dois trouver une façon que ça soit exposition chaud, exposition froid, sommeil, name it, massage. Dans les autres podcasts. Massage, activité, relaxation, méditation. Name it, c'est quoi la façon que tu vas trouver pour te reloader, là, encore un terme anglais, comme on a dit, on va couper les anglicismes, te récupérer. Le gars de la Rive-Sud qui sort tous les anglicismes. Moi, je suis dans le West Island. Non, mais je t'expliquais hier, c'est que tous les livres que je lis en anglais. Fait que là, tu sais, les mots, on dirait que les termes, ils viennent... Ouais, c'est sûr. Puis quelqu'un qui m'écoute parler en anglais, je ne suis pas tant fluide en anglais, c'est juste que les termes... Ouais, les termes en entraînement, c'est tout en anglais. Si tu veux lire de quoi d'intéressant, il y en a des fois en français, mais c'est quand même plus rare. Ouais. C'est majoritairement en anglais. En tout cas, c'est une parenthèse. Hein. Mais ouais, c'est ça. Je parlais de récupération, de périodiser ta récupération. Tu sais, il y a des phases d'entraînement que si ton coach, ton préparateur physique te dit... Prends ça cool, relax, reload, récupère, ben fais-le. C'est aussi important. C'est même que c'est un facteur de performance super important à la récupération. Ben oui, c'est probablement le facteur le plus important. Et la périodisation sert justement à éviter tous les éléments de la vie quotidienne ou de l'entraînement, évidemment, qui vont faire en sorte que ta récupération va être affectée. Donc, toutes les prises de décision que tu fais quand tu montes une périodisation, puis après ça que tu fais la programmation, c'est pour optimiser la récupération. Pas juste la récupération post-entraînement, mais vraiment également intra-entraînement. Donc, tu es en train de t'entraîner, tu es un débutant. Ça se peut que si tu fais, exemple, un entraînement en force, que tu aies besoin de moins de récupération que quelqu'un que ça fait 10 ans qui s'entraîne. Pourquoi? Ben, c'est juste parce que son système nerveux, la personne là, qui débute en entraînement, son potentiel de produire de la force n'est pas très haut. Non. Fait que tu arrives sur une barre, tu ne lèves pas extrêmement lourd. Ce qui va faire en sorte que tu auras besoin d'avoir un peu de la récup, ça va être ton conditionnement. Fait que tu sais, si ça fait 2 minutes, tu es en rest, tu viens de faire un squat à 135 livres parce que tu commences en training, ce qui n'est pas beaucoup, 135 livres, on s'entend, là, mettons pour un mâle, là, même pour les femmes qui s'entraînent de façon assidue, c'est pas tant que ça. Ben, écoute. Le fameux une plate de chaque barre. Ouais, le fameux une plate, le biscuit. Si tu prends 2 minutes de pause, tu n'es pas capable de recommencer, c'est parce que tu as un problème de conditionnement. OK? C'est pas Puis après ça,
à l'inverse de ça, à l'autre bout du continuum, si tu mets 5 plates de chaque côté, ben, tu vas peut-être avoir besoin de 4-5 minutes pour récupérer. Absolument. Pour le même training avec le même nombre de reps. Ton neural drive, tout Exact. est Exact. et là, ton système nerveux est dans le tapis là, à 4-5 plates de chaque bord, là, tellement que tu le. Ben, pour lever cette charge-là, ça t'a demandé énormément. Voilà. Puis, vu qu'on en parle, un entraînement en force de quelqu'un qui est entraîné, c'est hyper taxant. Surtout si on est près du one rep max, là, une répétition maximale. Pendant le workout, tu te sens quand même éveillé, mais ceux qui l'ont jamais expérimenté, c'est une couple d'heures après, là, tu sens que tu es comme vidé. Ouais. Ça, c'est un solide entraînement en force. Versus un entraînement en hypertrophie que pendant que tu le fais, tu as comme mal, ça te travaille dans la tête parce que c'est tough mentalement. Mais une couple d'heures après, tu as quand même bien récupéré. Là, côté énergie, c'est sûr que tu sens que tu peux créer des micro-déchirures, etc. Mais côté énergie, sur un entraînement en hypertrophie, généralement, tu as mieux récupéré qu'un entraînement en force. Faire un petit peu la nuance entre les deux. Ouais, puis j'aime ça que tu t'amènes ça parce que justement, quand je suis tombé dans les principes de périodisation, autant pour le gain en masse musculaire que pour l'entraînement en force, en fait, pour tout type d'entraînement. Surtout en salle d'entraînement pour des athlètes. Surtout pour eux autres. Encore plus pour eux autres que la population générale. Tu veux pas créer trop de fatigue. Mm-hmm. Donc, le fameux, là, balls to the wall, puis no pain, no gain, faut faire attention avec ces éléments-là parce que si tu taxes tellement ton système que ça te prend 2-3 jours à récupérer de cet entraînement-là, oui, au niveau adaptation, tu as probablement des gains intéressants. Ouais. Sauf que tu as d'autres trainings à faire dans ta semaine. Et là, tu impactes ces entraînements-là et tu peux pas repousser avec la même intensité. Fait que c'est pour ça que même à l'intérieur d'un microcycle qui dure normalement 7 jours, là, classiquement, ouais, c'est une semaine, mais ça peut varier. Il faut que tu gères cette intensité-là, ce volume-là. Donc, ces paramètres-là doivent être contrôlés afin que tu puisses faire plus de fréquences. Okay, c'est ça le but ultime. Ouais. C'est si tu es capable de t'entraîner à chaque jour avec le même niveau d'intensité que tu fais normalement quand tu t'entraînais 3 fois par semaine, tu vas avoir plus de gains. Ben oui. Donc, c'est ça. Moi, j'ai changé vraiment mon approche de ce côté-là. Vraiment, au lieu de faire, mettons, le meilleur workout que tu pensais au monde, mettons, ben là, tu as réajusté ton approche en voulant dire, ben oui, mais le meilleur workout, s'il est pas capable de s'entraîner à cette intensité-là pendant 3 jours, c'est pas le meilleur workout finalement. Exact. Ça, c'est vraiment. Exact. C'est une super analyse. Et même la même chose pour le conditioning. Ouais. Si tu vas très, très intense, plus tu t'en vas dans le continuum d'intensité, plus il faut que le volume, c'est tout le temps des variables qui sont diamétralement opposées. Plus tu fais d'intensité, plus ton volume qu'il soit bas. Ouais. Ben, si tu fais beaucoup de volume, il faut que ton intensité baisse. Mais c'est tellement vaste parce que. Je sais, tu dis ça, là, puis c'est comme. Okay, c'est ça. T'en vas où avec ça? T'en vas où avec ça, exactement? Nous, ce qu'on utilise comme système de périodisation chez Athletic One, puisque j'utilise depuis, je te dirais, depuis le moment avec Charles Poliquin, une dizaine d'années, c'est la périodisation ondulatoire. Donc, tu vas toucher à des phases qu'on appelle l'accumulation, qui vont être des phases de volume, où ce que tu vas focuser sur des stimuli qui sont beaucoup plus comme l'hypertrophie sarcoplasmique, du temps sous tension, bâtir ta capacité à résister une charge de travail. Quand je dis charge de travail, là, pas la charge qu'on utilise sur notre corps, mais la quantité de travail que tu vas faire dans ta session ou dans ta semaine qui va être plus élevée. OK? Parce qu'il y a un niveau de tolérance qu'il faut que tu crées à travers tes phases d'entraînement pour arriver éventuellement à tolérer plus de travail musculaire. Un peu comme à l'époque, tu travailles sur une ferme, puis tu es capable de faire X nombre d'heures à prendre des bales de foin, comme les exemples que Charles nous donnait à l'époque, puis que tu commences à l'adolescence, puis tu es capable de faire tant de bales de foin. Puis là, avec le fait que tu grossis ta masse musculaire, tu manges, puis tu nourris ton système, tu crées des adaptations, puis 10 ans plus tard, ben, tu es capable de faire le double de travail qu'est-ce que tu faisais. C'est ça l'objectif en entraînement. Ouais. Après ça, les facteurs d'intensité, ben aussi, il faut les contrôler. Donc, tu t'en vas dans ton training avec l'objectif de faire énormément de séries
avec des charges très, très proches de ton maximum, comme tu disais tantôt, là, tu es en train de te maganer solide. Ouais, là. exact. Donc, c'est le contrôle de ces paramètres-là qui va faire en sorte que tu vas optimiser tes résultats. Et donc, après ta phase d'accumulation, on a la phase d'intensification. Fait que là, on va aller toucher à de l'intensité. C'est quoi? C'est baisser le nombre de séries ou le nombre de répétitions totales que tu vas faire dans ta session, puis de commencer à aller toucher à des charges qui vont être plus lourdes, qui vont te demander un stimuli très différent, qui va être plus nerveux. Ouais. Tu vas pouvoir être plus efficace à recruter, exemple, tes muscles. Tu vas coordonner ton système dans un mouvement. Parce que c'est sûr que de lever 15 reps au bench press versus que lever 5 reps au bench press, 15 reps au bench press, tu peux manquer 12 de tes 15 reps au niveau technique. Ouais. Puis quand même t'en sortir. Ouais. Pour 5 reps, tu peux pas. Non, exact. Dès la première, tu le sais en tabarouette, que tu sais, faut que tu sois bien aligné, il faut que ta direction de barre soit sharp, il faut que ton positionnement de tes pieds, il faut que ta rétraction scapulaire pendant le mouvement soit good. Donc, ça pardonne pas faire 5 reps. Non. C'est pour ça que quand tu fais du travail plus nerveux en intensification, tu es en train de travailler des éléments d'efficacité, de coordination intramusculaire, intermusculaire. Ce qui va faire en sorte que quand tu vas retourner en accumulation, fait que vous avez compris que c'est une phase d'accumulation, intensification, accumulation. Fait qu'on bouge le volume et l'intensité de façon ondulatoire. Ça va faire quand tu vas retourner en accumulation, travailler un stimuli encore plus musculaire, plus prise de masse musculaire, etc. Tu vas être plus efficace parce que tu vas être plus fort. Tu vas avoir travaillé sur ces éléments-là qui font que ton système, techniquement, il est meilleur dans tes exercices. Exact. Absolument. Non, c'est bon ce que tu as amené parce que il y a quelques années, puis là, ça tombait quand même bien. J'utilisais le fameux circuit Strongman le vendredi. Oui. C'était comme monter dans... J'utilisais ça beaucoup avec les joueurs de hockey. Mais l'affaire, c'est que ce fameux circuit Strongman-là, il était haute intensité, haut volume. Ouais. C'était hyper taxant. Moi, je le disais aux boys, tu sais, week-end, on reload. Ça donnait quand même 2 jours de récupération pour recommencer fort le lundi. C'était un peu cette approche-là que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que je change ça parce que c'était pas tout le monde. Puis là, c'est peut-être une erreur je dirais, de l'athlète de ne pas avoir pris ça au sérieux, la recommandation d'être relax. Mais tu sais, des fois, tu as 17, 18 ans, tu as une blonde, tu as des amis. Tu as 8 semaines chez vous. Tu as 8 semaines, tu veux aller voir des amis le week-end, tu veux peut-être faire une sortie au Grand Prix, whatever, c'est quoi que tu fais. Ça finit que tu n'as peut-être pas reloadé, tu n'as peut-être pas récupéré optimalement pendant ton week-end. Puis là, on recommence une autre semaine. Puis c'est pour ça que je dis, périodiser ou même tracker où ce qu'on est rendu qu'un athlète, c'est super important parce que là, je réalise que les performances s'en vont comme ça. Puis ma job, j'ai 8 semaines pour amener un athlète à un top niveau parce que ça va un camp d'entraînement puis on veut qu'il soit à son pic là. Puis ça, finalement, si ses performances s'en vont comme ça, parce que là, il récupère jamais optimalement, mais finalement, c'est la job du préparateur physique de réajuster. Puis c'est pour ça que je dis la périodisation, c'est super important, mais on doit être capable de s'adapter pendant la périodisation, en voulant dire capable de s'adapter. Tu sais, moi, comme tu as dit, c'est un plan d'affaires. Une compagnie, des fois, il y a un plan d'affaires. C'est ça, mais... Ça va jamais être à 100%. Ça ne passera jamais exactement comme ça. Ben non. Fait tu dois avoir les outils, puis d'avoir les connaissances, puis d'avoir peut-être le tracking, de savoir comment ça que ces performances baissent ou comment tu fais pour le savoir qu'ils baissent. Puis que là, c'est quand même facile. Tu le vois dans les... Fail planning, plan to fail. Fait que si tu n'as pas de plan, tu planifies déjà l'échec. Ah, exact. Okay? C'est ça que ça veut dire en français. Donc, ça prend un plan de match. Quand tu as bâti ta business, tu avais une organisation, même si tu n'avais pas un plan d'affaires, exemple sur Excel avec tous les chiffres parfaits, tu t'es mis une feuille de papier, parce qu'à l'époque, tu utilisais une feuille de papier. J'avais un fichier Excel. Ah ouais? J'ai demandé à quelqu'un qui me le montre. Phil Roy? Exact. Phil, il avait 12 ans. Exact. Il était déjà plus évolué que nous avec le système informatique. Mais exact. Donc, si t'as pas de structure, honnêtement, entraîne pas personne. Même pas quelqu'un dans la population générale. Puis les gens qui écoutent ça, les parents,
les athlètes, les jeunes, puis les gens qui veulent s'informer sur l'entraînement en général, si vous n'avez pas un entraîneur qui périodise votre structure de préparation physique, courez. Courez. Ben oui, ben c'est ça. Allez courir à la place. Partez de chez vous, mettez-vous des souliers, puis allez courir. Prenez-vous pas ce coach-là. Parce que vous avez déjà... Vous orientez vers un échec, que ce soit un échec, exemple, une blessure. Ouais. Un plateau de résultats éventuel. Où vous n'allez pas aimer ce que vous allez faire. Parce que... Tu vois plus ta progression non plus. Ben, quand tu vois plus de progression, déjà, t'aimes pas bien ça. Comment t'es saturé. Mais juste d'arriver au gym, là, puis de te faire, tu sais, classiquement, c'est qu'est-ce qui se passe, là? T'es un entraîneur, c'est toi qui as la formation. Moi, on l'a tout fait, là. T'es avec ton client t'es comme, hey, moi, je veux que tu me ramasses aujourd'hui. Là, t'es comme, let's go. T'sais. En plus, là, il t'a donné le OK go. Là. Puis là, tu veux lui montrer que tu as le meilleur training, puis les meilleurs exercices, puis qu'il va y avoir des techniques d'entraînement. Tu les mets toutes dans le même training, en plus, ces techniques-là. Puis là, le gars, il est défoncé. Ça fait 20 minutes que tu es dans la session d'entraînement. Puis tu te flattes l'épaule, puis tu te trouves go. Là. Vomi. Exact. J'ai sorti des poubelles un peu partout. Eh ouais. C'est ça. Tu m'as demandé. Ah ouais, exact. Mais c'est pas ça le rôle du coach. Tu sais, c'est... À la limite, tu peux t'en servir comme exemple. Tu lui fais ça. Puis après ça, tu dis, analyse comment tu te sens dans les prochains jours. Généralement, il va se sentir comme la merde parce qu'il aura pas récupéré, ça va prendre trop de temps à récupérer, etc. Des tensions musculaires partout. C'est pour ça que je le fais pas, ça. Parce que je veux que tu évolues dans le temps, je veux que tu sois à ton top jour après jour, jour après jour, jour après jour. Fait que c'est pour. Fait que là, on l'a fait parce que tu me l'as demandé. C'était juste pour que tu comprennes où qu'on s'en va, quelle direction qu'on prend, puis pourquoi que c'est fait comme ça. Fait que ça, comme je dis, c'est pas de le faire, là, mais ça peut être une option pour donner une petite leçon. Là. Au final, c'est pour ça qu'il y a des splits d'entraînement qui fonctionnent puis qui ont démontré qu'ils étaient intéressants. C'est pas pour rien que le classique haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, ça reste un des entraînements les plus efficaces parce que tu laisses ton système récupérer. Puis dans d'autres circonstances, ça peut être des entraînements pour le corps complet, les fameux full body. Et il y a des moments que ça va être... Des push-pull. Des push-pull. Il y a des moments que ça va être intéressant d'aller chercher ce type d'entraînement-là pour des raisons spécifiques. Si tu es avec un débutant, ben peut-être que si cette personne-là n'a jamais touché à de l'entraînement dans sa vie puis qui n'a jamais fait de sport, de commencer avec upper-lower, toucher 2 fois par semaine le haut du corps, 2 fois le bas du corps avec des exercices très spécifiques, ça va être trop. C'est sûr. T'es mieux de commencer avec débutant. Un push-pull ou un full body, tu sais. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Sinon, un débutant, des fois, c'est une journée. Jusqu'à ce qui est jamais entraîné, c'est une routine d'une journée, 2 à 3 fois semaine au début. Juste pour qu'il s'adapte, son corps s'adapte au mouvement. Qu'il améliore le mouvement. Il y a un apprentissage dans le mouvement. Il faut qu'on met un peu de répétition dans le même exercice. Dans la même répétition. Parce que sinon, le gars, il s'entraîne 3 fois semaine. Très bon exemple, ça. Puis j'aime cette idée-là. Alors que à l'université, jamais qu'on aurait fait ça. Puis même d'informations extracurriculaires, mais ça, tu apprends ça. La réalité, tu fais le meilleur programme sur 3 jours possible à un débutant. Mettons qu'il y a 8 exercices dans son premier programme. Après ça, il y a une autre journée, il y a 8 exercices. Ça fait 24 mouvements à apprendre. Penses-tu, c'est quoi les chances que cette personne-là fasse tous ces mouvements-là, ça coche, après la première séance? Impossible. Puis là, même si... À moins que tu es one-on-one tout le temps. C'est ça, je m'en allais dire. Si tu coach à tous les jours, ben là, tu peux te permettre une affaire comme ça. Mais la majorité des gens vont venir nous voir, exemple, 1-2 fois par semaine, puis ils vont avoir 1-2 séances à faire par eux autres mêmes. Ben, c'est super intelligent d'arriver et de dire, regarde, je vais prendre une session de training, tu vas répéter 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Deviens efficace à faire les mouvements que je t'ai donnés. Prochaine phase, on s'en va, puis je te montre une autre séquence d'exercices, puis on évolue comme ça. Puis éventuellement, guess what? Tu as une progression que tu peux faire. Là, tu peux arriver avec un split sur 2 jours différents. Puis déjà là, tu as 16 exercices à apprendre. Tu as déjà une progression. Ouais. Déjà de faire 2 workouts différents dans la semaine, c'est différent. Ben oui. Juste ça, c'est un élément de belle progression. Sans avoir fait la poudre aux yeux. Puis, en voulant dire, des fois, c'est un peu ça qui se passe. L'entraîneur veut tellement montrer qu'il est bon, mais un peu de poudre aux yeux dans les exercices, dans ci, dans ça. Mais finalement, c'était jamais au bien du client qui est là pour s'améliorer. Exact.
Ça, c'est une bonne approche de juste. Tu tombes à une routine, à 2 routines, puis on avance dans le temps comme ça, que ça soit le troisième cycle, peu importe comment par la suite tu le fais, tu as toujours des changements, des modulations, Ouais. des améliorations. C'est le même groupe musculaire, mais c'est un autre exercice. Fait que ça, c'est vraiment progressivement. À l'inverse, puis là, je voulais savoir si tu avais testé ça. Moi, j'ai commencé à tester ça avec mes joueurs de hockey. Je me suis dit, bon, au hockey, dans la préparation physique, eux autres, dans leur demande du sport, généralement, ils travaillent les jambes et le haut tout le temps. Fait que j'ai commencé à faire des splits qu'à chaque session, ils travaillent jambes haut. Mais ça va être peut-être un push-pull, push des jambes, pull du haut. Le contraire, pour que le stimuler, puis beaucoup de transition, de transfert d'énergie. Fait que dans le fond, puis là, on a la chance avec les Desmotech de pouvoir travailler ça, c'est que tu vas, dans le même exercice, tu vas pouvoir pousser, mettons, travailler avec tes jambes et ton upper parce qu'il y a un transfert d'énergie jambes-bras. Puis je dirais que pendant longtemps, puis je dis pas que c'est la façon ultime, mais j'adore le résultat parce qu'on dirait que c'est justement, je suis pas en train de démolir mon athlète en une session. Ils apprennent encore plus je dirais, les besoins du sport qui sont toujours des transferts d'énergie. Au hockey, que ce soit un lancer frappé, que ce soit un tir du poignet, que ce soit une mise en échec, c'est des jambes au upper body, jambes au upper body. Fait que cette approche-là, je la trouve, je l'ai exploité, je l'ai expérimenté. J'adore cette approche-là. Parce que pour avoir testé du upper-lower, j'ai fait ça pendant longtemps. Je le fais encore. Mais j'ai vraiment. Comme je dis, je ne sais pas si tu l'as testé, cette approche-là, mais j'aime vraiment ça parce que je me dis, bon, la demande du sport, c'est ça. On vient s'en aller dans une phase qui est encore plus spécifique à ce qu'ils ont besoin. Ouais. Fait que ben écoute, quand tu commences à travailler avec des athlètes qui ont un passé d'entraînement, qui ont un âge d'entraînement élevé, exact. J'aime ça. Travailler avec des full body ou des splits comme ça où tu vas travailler l'opposé le lendemain. La raison, c'est parce que c'est de plus en plus spécifique justement aux demandes du sport. Ouais. Donc, si tu commences avec un athlète, exemple, de 12-13 ans, puis c'est la première fois qu'il est dans le gym, moi, je trouve que t'es mieux de commencer avec des entraînements qui vont être très simples, surtout pour le gap de temps qu'on va aller chercher. Mais surtout pour la coordination intramusculaire. Là. Exact, parce que dans le fond, oui, tu veux être spécifique au sport, tu veux créer des mouvements qui vont être similaires, mais en même temps, si tu n'es pas capable de créer de vélocité et que les mouvements sont non coordonnés, tu n'auras pas le transfert que tu veux. Absolument. Donc, exemple, avec nos appareils Desmo, entre faire des mouvements de transfert droite-gauche avec un tirage en même temps, qui serait quand même plus complexe d'un point de vue cérébral, si tu fais juste faire des squats réguliers puis tu travailles sur le timing, ta session, je pense, avec un jeune qui a de la misère à faire ça, elle va être plus efficace si tu restes sur juste l'élément de timing, exemple. Tu coaches, juste de coacher le squat, c'est déjà super intéressant. Squat technique. Exact. Fait que dans le fond, dans la même session, il améliore sa technique, il améliore son timing un petit peu plus sur une Desmo. Puis là, après ça, tu peux focuser sur la vélocité, puis tu peux aller chercher un travail de freinage plus efficace en bas pour améliorer encore plus le timing. Tu peux changer de flywheel. Puis là, on parle de ça, puis c'est juste avec l'iso inertiel, les mouvements qu'on utilise avec la flywheel de Desmotech. Mais si on revient à un entraînement plus classique, parce que bon, oui, nous, on a accès à des Desmo, mais le commun des mortels, les gens qui s'entraînent chez eux, la plupart du temps, même s'il y a des mini maintenant qui sont disponibles. Il commence à en avoir de plus en plus. Une couple de clients, moi, j'en ai encore un. Après ça, c'est comme toutes les autres technologies. On commence à utiliser ça dans notre âge de coach. Ça fait 5 ans qu'on le connaît, mais ça fait plus 3-4 ans qu'on joue avec ça. Paul, évidemment, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. C'est le maître en la matière. Mais j'imagine juste un jeune qui a ça chez eux, que son père il achète une mini. Faut que tu saches l'utiliser. Oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose qu'une barbell, dans le fond. Là, les gars, ils vont faire un squat avec une barbell. Bon, souvent, c'est quoi le problème? Ils vont passer bas. La barre, elle s'en va vers l'avant. Ça, la trajectoire de la barre n'est pas bonne. Les loadings ne sont pas adéquats pour ce que tu veux rechercher comme stimuli. Fait que
C'est tout le temps la même affaire. Ah ouais. Tu peux avoir un super bon outil, mais si tu ne t'es pas coaché puis si tu n'es pas organisé au niveau de ton entraînement, ben, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, au final, c'est pas l'outil qui fait la différence. Non. C'est la personne qui va te montrer comment l'utiliser. Puis c'est ça notre job. C'est ça, absolument. Et ça part avec la période, vraiment. Ben oui. C'est sûr que, justement, comme tu as dit, tu commences, tu as 12-13 ans, premier workout, je te fais faire un saut avec la V en même temps que tu fais un row. Ça se peut que ça soit peut-être. Puis c'est un saut latéral en plus, comme tu disais tantôt. C'est sûr que là, finalement, il sera probablement pas bien exécuté. Puis que finalement, les gains sont où? Il n'y aura pas grand-chose. On passe la session à faire des mouvements qui sont pas bien exécutés. Ouais. Fait que tu n'as pas d'effet de timing, tu n'as pas d'effet de. À la limite, tu n'as même pas de ressenti musculaire parce que tu es constamment en déséquilibre, tu es constamment en train de tomber. Donc, c'est là l'idée d'avoir une périodisation de où qu'on est selon nous, où qu'on s'en va, c'est quoi le planning sur que ce soit 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines, puis là, name it, 1 an. C'est sûr que je dirais que le petit désavantage qu'on a dans nos jobs, c'est que ça serait le fun de pouvoir suivre les gens vraiment pendant 1 an. Quand je dis les gens, c'est par les joueurs de hockey. Ouais. Des fois, on n'a pas beaucoup de semaines pour le faire. Puis là, on est comme. Après ça, c'est comme l'équipe qui prend en charge le joueur parce qu'il s'en va jouer à Rouyn-Noranda dans le junior majeur, par Ils exemple. ont un préparateur physique pour Fait l'équipe qu'ils ont- au complet. Ils en ont pas tout le temps. Et c'est quand même. Je suis quand même un peu déçu de. Tu sais, je m'informe avec mes joueurs qui sont, puis c'est pas toutes les équipes qui en ont. Non. Des fois, c'est le thérapeute. Que là, il n'y a pas. Tu sais, le thérapeute, il y a peut-être Il n'y a pas d'équipement, ou il n'y a pas de temps. Tu sais, j'ai un ancien stagiaire qui était à Victoriaville, Raphaël Boudreau, que c'est lui qui est le thérapeute, parce qu'il a fait un bac en kin, puis après ça, il a fait thérapie du sport. Puis il a réussi à monter un super gym. J'étais allé le visiter justement il y a quelques semaines. C'était super. Puis il a monté un beau setup. Là, puis il y avait comme carte blanche. Il n'y a pas un budget limité, mais carte blanche. La seule chose qui arrive, c'est que c'est les temps. C'est lui, dans le fond, il traite les blessés, puis il s'occupe aussi de l'entraînement. Puis je suis convaincu, le connaissant, qu'il fait un super job dans ce qu'il peut faire. Mais c'est sûr que, tu sais, avoir si, mettons, optimalement, tu as un thérapeute, puis tu as un préparateur physique. Oui, c'est juste ça, sa job. Mais en même temps, je comprends l'historique des budgets, une équipe junior majeure, pas un budget limité. Sauf qu'en même temps, tu payes, exemple, là, parce que c'est ce qu'on veut faire, tu payes une entité que c'est ça leur spécialité de monter des plans de match. Mm-hmm. Là, on parle d'une équipe. Là. Si tu as un budget restreint, ben, tu ne pourras pas prendre chacun de tes athlètes individuels et leur donner une périodisation et une programmation pour leur hors-saison et leur in-season. Donc, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de faire monter ta périodisation par quelqu'un. Puis là, tu as des coachs sur place qui prennent... C'est comme ça que ça a commencé. Quand je regarde l'ex-Union soviétique, tu avais les ingénieurs, donc les scientifiques qui bâtissaient les templates de périodisation en arrière-plan, puis tu avais des coachs qui allaient tester les protocoles dans le gym. Puis après ça, ben, ils revenaient avec de l'information, du data, et puis ils étaient capables de modifier les séquences d'entraînement pour optimiser finalement les résultats. Il faudrait que ça soit comme ça. Tout dépendant de la quantité de testostérone injectée aussi. Bon, OK. Faites ma langue sale une shot. Mais c'est ça, c'est sûr que... c'est la réalité. C'est la réalité à eux autres dans ce pays-là. C'est institutionnalisé. Donc, c'est sûr que ça fausse toutes les données qu'on a reçues. Le volume. Mais oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ça qui est dommage. Un peu qui ont été comme les pionniers. Les précurseurs, les pionniers de cette approche-là, de périodiser, séquencer les volumes, les intensités. Mais c'est sûr que c'est pas... on va se dire les vraies affaires. T'as quelqu'un dopé ou pas dopé. Là, on va en parler de ça, puis je le sais que c'est un truc de pério, mais juste pour démystifier un peu le truc. C'est vrai que les Russes, c'est connu, c'est institutionnalisé, mais il y a d'autres pays où ce que ils le font aussi. C'est juste que c'est caché. Et je vais donner ça aux Russes au niveau... à l'interne, pour eux autres, il n'y a pas de secret. Là. Ouais, c'est ça. Oh, c'est sûr, ils savent. Là. C'est clair comme l'eau de roche. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai un athlète que j'ai entraîné, Francis Paré. S'il écoute, il dit « Salut Francis ». Il a joué en KHL pendant longtemps.
Puis comme tu as dit, ils savent, là, c'est comme, il n'est pas caché. Là, le docteur rentre dans la vestiaire, pointe le joueur russe, parce que c'était avec les Russes qui faisaient ça, il s'en va dans la clinique, injection de testostérone ou peu importe ce qui était utilisé. Puis des fois, là, Francis dit, j'étais pas sûr si j'avais le droit de voir ça. Là. Il dit, je me revirais de bord, je regardais ailleurs. Il ne voulait pas que sa vie soit en danger. Ouais, exact. Puis, dans le fond, il y avait pas vraiment. C'était pas. J'étais pas sûr que j'avais le droit de le voir, mais c'était plus ou moins caché. Là, c'était dans la clinique, il n'y avait pas de rideau, rien. Non. Là, puis tout le monde le savait. Là, tous les Russes le savaient. Tous les autres, les étrangers savaient que les Russes ils étaient dopés. Le pays en tant que tel le sait. Comme tu disais, c'est quoi la différence entre d'autres pays qui c'est comme plus undercover? Oui, parce qu'au final, si tu veux compétitionner contre ce pays-là que tout le monde s'injecte, je suis désolé, là, mais il n'y a pas quelqu'un qui est à jeun dans un autre pays qui va être capable de compétitionner avec eux s'ils n'utilisent pas des drogues de synthèse. Ouais. Donc, regardez le classement mondial, regardez les 10 premiers pays au niveau athlétique, peu importe le sport. Puis, il y a des maudites bonnes chances. Bon, j'inclus pas le hockey là-dedans parce que tu peux t'en sortir sans... Le hockey, c'est tellement multi-skills, multi-habiletés. C'est ça. C'est pas un sport. Je pense que ça n'a jamais été. Puis là, en même temps, on joue pas. Il y a eu une époque où c'était différent. Là. Mais quand c'était plus. 80-90, où les gars arrivaient là, t'es huge. Puis physique. Tu pouvais t'en sortir avec un coup de patin fort, mais sans nécessairement que tu sois très agile. Ouais. C'était un autre monde. Il n'y avait pas de ligne bleue dans ce temps-là. Il y avait de l'accrochage. Cross-check était légal. Ben oui, tu pouvais t'en sortir en t'accrochant après le gars. Le cross-check, si tu cassais ton bâton de bois dans le dos, là, tu avais une punition. Mais des fois, tu ne l'avais pas. Tu cross-checkais comme tu voulais. Exact. Avec des bâtons de bois, c'était pas cassable. Mais c'est sûr que le hockey, non, c'est pas un sport, je pense, qui est tant... ça n'a pas tant d'objectif d'être plus gros. Oui, aujourd'hui. En même temps... on connaît pas exactement tout ce qui se passe, mais je pense pas, moi, que c'est un sport un peu comme le baseball, que si tu es plus gros, ben, quand tu touches à la balle, ben, elle va plus loin automatiquement. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus des drogues. Je ne sais pas pourquoi on tombe là-dedans, mais c'est beaucoup plus des drogues neurologiques. Fait qu'exemple, ce que ça fait des années qui est utilisé, c'est parce qu'on a un ami en commun qui est dans ce monde-là puis qui m'informe tout le temps un peu des nouvelles avancées. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se fait, même si c'est pas quelque chose que je prône. C'est des drogues qui vont aider le système nerveux à être plus réactif. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant? Quand tu lances la balle, d'être fort, d'être incro... Ouais, exact. Des smart drugs ou des... nootropics, qui vont avoir de synthèse. De synthèse, c'est ça. Synthétique. Dans le fond, qu'est-ce qui va être le plus efficace? Si tu as une bonne force physique, tu n'es pas nécessairement le gars le plus huge, mais tu peux connecter la balle au bon moment. Ça va améliorer ton temps de réaction. Les balles s'en viennent de plus en plus rapidement. Et ton timing. Timing is everything. Exact. Bon, ça s'enseigne. En fait, ça s'enseigne avec l'entraînement, évidemment. Mais si tu es capable en plus de supplémenter ça avec des drogues de synthèse, le baseball, tu le vois aussi aujourd'hui, ça a changé. Fait que les sports changent aussi avec les drogues. La game de la Ligue nationale, c'est quoi aujourd'hui? C'est ça, c'est du temps de réaction. C'est des changements de direction rapides. C'est pas des... Je pense que qu'est-ce qui est utilisé, c'est quoi? C'est du Vivance, Concerta, ces choses-là? Ou plus vraiment des nootropics? Oui, ça va être vraiment plus je veux dire des compounds en anglais, là, mais des molécules. Des molécules très spécifiques pour jouer sur des paramètres spécifiques. Mais bon, capacité d'attention avec le Concerta, je ne sais pas là, à quel point ça peut être intéressant, puis le dosage, etc. Mais oui, peut-être pour un gardien de but, qu'il faut qu'il soit dans sa zone tout le long du match, ça peut être intéressant. Mais après ça, il peut y avoir des enjeux, après ça, évidemment, comme avec toutes les drogues de synthèse. Non, pas le soir. Ben oui, exact. Fait que, à quel point il y a d'autres drogues qu'on connaît pas qui peuvent être utilisées justement pour jouer sur ces paramètres-là. Ça, c'est un autre élément. Puis, évidemment, ben, tout ça, ça influence et ça a influencé comment on structure la périodisation. Parce que comme on disait tantôt, si les gars ont été sur le jus puis que tu dis le volume maximal que tu peux aller chercher dans un entraînement d'hypertrophie, ben, c'est tant de sous-tension, tant de séries par groupe musculaire, mais tous les gars sont sur la sauce. Ça vient d'altérer un peu. Ben, ça marche pas. La recherche scientifique est biaisée.
je pense pas d'avoir beaucoup d'athlètes, ou je pense même pas d'en avoir là, présentement, là, mais ça m'est déjà arrivé, puis je le disais à certains, je veux savoir, puis je dirais même en population générale, là, quelqu'un qui voulait vraiment comme gagner de la masse ou gagner de la force, Bodybuilding. bodybuilding, Ouais. ouais, je leur disais que je voulais savoir ce qu'ils prenaient exactement, parce que ça module toute la façon que je vais préparer leur entraînement. Tu sais, est-ce que j'approuvais ça? Pas nécessairement. Non, je l'approuvais pas. Ouais, mais t'es mieux d'avoir un plan de match. Ben oui. Si la personne, elle va le faire de toute Je veux façon. le savoir. Là, c'est Ben ça que oui, je me dis, ben je oui. veux le savoir parce que sinon, ça nuit même à ton workout. Tu n'auras pas les résultats que tu veux pour l'investissement que tu fais. Tu sais. Mais comme si me demande après ça, tu le ferais-tu? Ben là, j'explique les pourquoi que je le ferais pas, les side effects, qu'est-ce que tu modules dans ta génétique, etc. Mais non, en tout cas, on a parti sur un sujet. Ouais, ouais. Mais ça pourrait être un Ouais, podcast ben, en on peut soi. inviter la personne en tant que Ouais, telle. ça pourrait être un podcast en soi. Ouais, BLP, on va pas le nommer. Ouais, je pense qu'on va rapper ça, périodisation, parce que, tu sais, on pourrait, encore là, la périodisation, c'est tellement, on pourrait aller plus spécifique dans comment on va le faire. On va le faire assurément. C'est un survol un peu de c'est quoi pour Ben que les oui, gens que comprennent. les gens comprennent que tu es un entraîneur, tu dois périodiser, tu dois préparer, tu dois avoir un plan de match. Tu sais, comme tu dis, c'est comme une équipe de hockey qui s'en va jouer sans plan de match, c'est voué à l'échec, là. Exact. Puis ça, tu pars d'une entreprise sans plan d'affaires, c'est voué à l'échec aussi. Tu vas peut-être faire peut-être que tu vas réussir si tu es chanceux, mais tu fais un peu trop sur le facteur chance, tu sais. Parce que tu vas peut-être prendre des bonnes, des mauvaises décisions. Quand c'est préparé, c'est planifié, ton plan de match, mais encore là, comme j'explique, un plan de match, on peut toujours l'ajuster au moment présent ou par rapport à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais au moins, il est planifié. Au moins, c'est périodisé, au moins, c'est préparé, c'est pensé, c'est réfléchi. Puis à partir de là, ben là, comme je dis, tu peux t'ajuster. C'est même à la limite ce qui va faire un bon préparateur physique, c'est sa capacité d'ajustement pendant. Pendant comme un coach de hockey le plan de match c'était ça, puis finalement ça fonctionne pas le plan de match, l'autre équipe il joue d'une certaine façon, mais tu réajustes, mais c'est la même chose en préparation physique. Fait que mais c'est d'avoir une conscience que tu dois au minimum être préparé. Mais tu sais, je vais te dire une chose là, en finissant ça, c'est jamais arrivé que j'ai sacré une périodisation complète aux poubelles. Parce que justement, Ah ben non. si tu testes de façon efficace, tu prends de l'information sur ton client, les chances que tu rates ton coup sont très minces. Il va y avoir des modulations d'éléments, de paramètres. Il va peut-être avoir surestimer les capacités de la personne à récupérer. Ben, tu vas peut-être descendre ton volume que tu avais prévu pour l'année au complet, tes progressions que tu t'avais mis dans la tête. Mais au final, c'est déjà mieux d'avoir structuré un plan de match que de juste avoir parti puis d'avoir les yeux fermés puis de faire comme on va voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais. Pour moi, le programme en tant que tel, il n'y a pas de valeur sans périodisation parce qu'il n'est pas orienté sur ce que tu as fait avant et ce que tu t'en vas faire après. Là, exact. Tu peux avoir le meilleur programme au monde, mais s'il est mal placé, exact. Il ne sera pas efficace. Puis les jeunes d'aujourd'hui, puis même à notre époque, tu leur demandes, montre-moi c'est quoi ta périodisation, ils te montrent le programme. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui vient avant. Les décisions sur les paramètres d'entraînement que tu vas prendre et évidemment qui sont liés au volume et l'intensité. C'est pas le choix des exercices, puis si tu fais du 10 à 12 ou du 6 à 8, c'est pas ça tout de suite. C'est le vocabulaire de la périodisation, c'est une autre entité complètement de la programmation. Donc, il faut démystifier ces deux mondes-là. Ouais, le split, les qualités physiques que tu vas travailler, mais ça reste, comme je mentionnais tantôt, puis on peut rapper là-dessus, moi, l'élément qui je trouve prioritaire, c'est vraiment de choisir le bon stimuli. Donc, un coup que tu as décidé ou défini exactement le stimuli que tu veux générer pendant une phase d'entraînement, ben là, tout se place après ça. C'est exactement, OK, ben pour tel stimuli, je peux pas donner autant de volume que si j'aurais choisi un autre stimuli. Fait que déjà, là, ça élimine tous les questionnements et ça rend la vie beaucoup plus facile pour le coach lui-même. Et évidemment pour l'athlète, mais c'est un monde de différence. Là, parce que il va sentir une évolution dans la façon qu'il se sent dans ses entraînements. Surtout si on parle de court terme pour un joueur de hockey, comme on a. Et c'est pas nécessairement, comme on parlait tantôt,
qui va être défoncé à chaque training. Non, non, exact. Tu sais, oui, il va y avoir un niveau de fatigue, mais tu te lèves le lendemain, puis OK, on retourne au gym. Tu sais, c'est motivant dans ce temps-là quand tu vois que tu as des résultats, puis que tu te sens sharp, tu sais, que ton niveau de forme est sharp après Ah tes ouais. trainings. Non, non, moi, je trouve ça, cette partie-là, je trouve ça aberrant. Parce qu'il y en a beaucoup, à la limite, comme coach, comme préparateur physique, qui évaluent à quel point ils font des workouts durs, puis qui sont durs envers l'athlète dans le let's go, puis on dépasse les limites, etc. Qui évalue que c'est ça un bon entraîneur, un bon préparateur physique. Puis ça, à la limite, c'est au détriment de l'athlète, là, parce que c'est sûr qu'il ça sera pas optimal. Ça sera pas optimal dans son intensité, son volume, sa récupération. Et puis souvent, justement, je pense que je l'avais raconté dans un podcast récemment, j'ai un compétiteur, là, je ne veux pas nommer de nom, que je voyais les gars vomir. Ouais. Il utilisait ça après camp. Une semaine avant le Ouais, camp d'entraînement, là, tu vomis. Même si je dis pas c'est pas 3 jours avant, tu sais. J'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a comme aucun sens, là. Ça make no sense, là. Puis je pense qu'il était. Puis il me l'avait montré en vidéo, puis j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est clairement, il était fier de ça, là. En tout cas, on va pas aller dans le négatif. Mais peut-être, à la limite, s'il écoute présentement, ben, tu sais, peut-être ça y amène une petite cloche, une lumière. Un son de cloche. Ah ouais. C'est peut-être pas la meilleure chose, puis laisse ton ego de côté, puis fais plus ça, tout simplement. C'est fait dans le passé. Si tu le savais pas, quand tu sais pas, tu peux pas te taper dessus, là tu le sais. Donc, on a établi les fondements de la périodisation aujourd'hui et on va définir ça peut-être un petit peu plus spécifique, éventuellement peut-être périodisation pour l'athlète, puis rentrer dans des détails un peu plus croustillants. Yes. Thank you, Montréal. Yes, sir. Stay tuned, gang.